Bonsoir mesdames et messieurs. Donc, on va démarrer la réunion publique du Conseil de quartier Aleret Procession. Je vais vous énoncer l'ordre du jour et présenter les invités. Et dans un deuxième temps, il y aura les questions. Donc le premier point, ça sera la végétalisation des rues de notre quartier, avec comme intervenant Fabien Berroir, qui est chef de la division des espaces verts, du 15e. Merci Agathe. Ensuite, il y aura un point sur l'expérimentation du Canipark à rue Bargue, avec toujours le même intervenant, Fabien. Et ensuite, on finira par la gestion des déchets à Paris, y compris alimentaires. Et là, ce sera Khadija Taïbi, chargée de communication. Donc, je vous remercie pour votre présence. Merci à Louise Agathe Charpentier, adjointe au maire chargée des conseils de quartier Aleret Procession et Brassens, et à Marie-Caroline Doucer, conseillère de Paris déléguée auprès du maire à la vie associative. Voilà, je te laisse commencer. Bonjour à tous, donc Fabien Berroir, donc effectivement le chef de la division espaces verts du 15e arrondissement. Donc mon métier, c'est de gérer tous les espaces verts du 15e arrondissement avec une équipe très principalement composée de jardiniers qui ont la lourde tâche de maintenir les espaces verts de l'arrondissement dans le meilleur état possible. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de la végétalisation du quartier et des projections envisageables, soit par vous, soit par les services de la ville de Paris, notamment dans le cadre de la végétalisation des rues. Donc actuellement, le quartier est composé, est assez bien maillé en espaces verts, avec 6 squares d'importance relative, donc le square Necker au nord du quartier, le square Bargue tout à l'ouest. Je peux peut-être vous le montrer avec la souris. Le square Bargue qui se trouve ici, et les 4 jardins d'Aleret, qui sont des jardins souvent enclavés, pas enclavés, mais à l'intérieur de copropriétés, mais qui sont des jardins publics ouverts à tous et entretenus par les services de la ville de Paris. Donc le jardin Aleret, le square Aleret-Quintigny, le square Aleret-Procession, le square Aleret-Saint-Amand, dont la photo que vous avez vue tout à l'heure est tirée. Je le remets, tu m'as dit qu'elle était jolie. Voilà. Et le jardin qu'on appelle simplement jardin d'Aleret. On a assez peu de jardinières sur l'espace public pour l'instant dans le quartier, avec seulement des jardinières qui viennent d'être créées le long de la rue de Vaugirard en face du commissariat du 15e, qui se trouve par là. Mais qui sont relativement excentrés dans le quartier. Par contre, on a un certain nombre de permis de végétaliser qui sont donc bien souvent des pieds d'arbres entretenus directement par les riverains. Je pourrais vous en dire un petit peu plus si ça vous intéresse sur ce que sont les permis de végétaliser et sur les manières sur la manière dont vous pouvez créer une association qui va gérer ensuite ces pieds d'arbres. Voilà. Et autre avenir qui est envisageable dans le quartier, c'est le projet Embellir votre quartier, qui sont des projets menés directement par la direction de la voirie. Et le quartier Aleret Procession sera dans la 4e phase de ces embellissements de quartier. Donc le principe, c'est de faire des travaux à l'échelle du quartier pour régler l'ensemble des problèmes qui existent dans un quartier sur l'espace public et de le rendre plus agréable à vivre pour l'ensemble de ses habitants en y passant le moins de temps de travaux possible. Voilà un petit peu le principe général. Je pourrais vous répondre à quelques questions supplémentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Il existe également un site internet mis en place par la ville de Paris qui s'appelle Paris Jardine et qui permet à tous les Parisiens de bénéficier d'une aide au jardinage, donc sur les différents types de jardinage possibles à la ville de Paris. Le jardinage dans la rue, dont j'ai un petit peu parlé avec le permis de végétaliser, le jardinage personnel, que ce soit dans une copropriété, donc le jardinage dans la cour, ou le jardinage sur son balcon.
et les possibilités également de jardiner dans des jardins partagés ou dans des écoles, dans des collèges, sur des toits et des murs végétalisés de la ville de Paris. Je vais faire un petit focus sur le permis de végétaliser. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Donc c'est un permis, donc une autorisation qui est délivrée par la ville de Paris après un examen du dossier. Donc n'importe quel citoyen majeur peut se constituer au sein d'un collectif. C'est désormais une obligation parce qu'auparavant n'importe qui pouvait seul prendre la décision de végétaliser un pied d'arbre, mais il y a eu beaucoup de pieds d'arbres qui se sont ainsi retrouvés laissés à l'abandon, notamment pendant les longs congés d'été, au moment où la végétation a besoin d'arrosage, a besoin d'un suivi assez important, et donc beaucoup de pieds d'arbres étaient très dégradés. Mais maintenant, il y a obligatoirement un collectif qui doit être constitué justement pour assurer un roulement de l'entretien au cours de la vie du pied d'arbre. Donc on peut planter à peu près n'importe où grâce au permis de végétaliser, que ce soit sur le trottoir ou sur une place, mais en revanche ça ne concerne que l'espace public. On ne peut pas délivrer un permis de végétaliser dans un square ou un jardin, un espace destiné à accueillir du public et fermé la nuit notamment. Donc l'objectif, ça va être de fleurir notamment les pieds d'arbres et d'embellir la ville via des manifestations collectives. Voilà en quelques mots. Je pourrais répondre s'il y a des questions un petit peu plus spécifiques, si ça en intéresse certains sur ce point-là. Et je vais donc passer au deuxième sujet, si ça vous va, ou vous préférez qu'on coupe en deux, qu'il y ait des questions sur la végétalisation. Okay. Si les conseillers ont des questions. Oui. Question. Oui, monsieur Berroir, quand on parle de végétalisation, c'est pleine terre ou pas? Ou c'est essentiellement une surface verte? Parce qu'apparemment, il y a l'avantage effectivement de cette végétalisation, elle est plus grande, me semble-t-il, que dans le cadre d'une implantation en pleine terre qu'une simple verdure de toit ou de choses de ce genre. Il y a par exemple, il est prévu, je crois, sur le toit du conservatoire de végétaliser donc cette surface. On a été dimanche dernier notamment impacté par une des personnes peut-être présentes aujourd'hui ce soir qui nous indiquait que c'était un peu pas le péché mignon de la mairie, mais disons qu'on privilégiait plutôt une végétalisation de surface, pour pas dire superficielle, qu'une recherche d'une végétalisation en pleine terre. Alors peut-être que les termes que j'emploie ne sont pas les bons, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, je ne sais pas si vous avez une réponse à cela. Alors le sous-sol parisien est extrêmement encombré par des réseaux, que ce soit l'assainissement, l'électricité, le gaz, etc. Enfin, toute une multitude de réseaux qui permettent aux habitations de correctement fonctionner. Donc c'est bien souvent plus facile de faire de la végétalisation hors sol que de la végétalisation de pleine terre. Maintenant, notamment dans le cadre d'embellir votre quartier, où il y aura de vrais gros travaux de rénovation dans les rues du quartier, il y aura des végétalisations de pleine terre possibles, avec bien souvent la plantation d'arbres au cours de ces projets. C'est un objectif affiché de la ville de Paris de planter des arbres notamment et d'augmenter la surface végétale la plus durable possible, donc en pleine terre. Mais effectivement, il est plus simple, vu les contraintes parisiennes que l'on connaît tous, de végétaliser hors sol que de végétaliser en pleine terre. Oui. Oui, bonsoir. Juste une petite question par rapport à embellir votre quartier, qui serait l'occasion peut-être de faire des projets un peu plus importants. Est-ce qu'il y a quand même une opportunité
à plus court terme d'implanter des jardinières que vous évoquiez. Il y en a très peu dans notre quartier. Est-ce que ce serait envisageable d'en avoir à des endroits qui sont déjà disponibles, entre guillemets? Il y a quelques zones, par exemple, qui sont neutralisées pour les stationnements sont neutralisés depuis des années pour Vigipirate. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de pouvoir mettre des jardinières en attendant peut-être d'envisager de faire plus, d'embellir votre quartier? Du coup, vous parlez de jardinières mobiles? Oui, par exemple. De bacs. Alors ça, c'est des choses qui sont envisageables. Je pense que vous pouvez en faire la demande directement à la mairie du 15e. Et c'est des opérations qu'on a régulièrement menées en lien avec donc les services de mes services d'exploitation des jardins du 15e, en lien avec la mairie du 15 pour déployer des bacs à des endroits où ça fait consensus entre... Parce que bien souvent, après, il faut qu'il y ait un permis de végétaliser dont j'ai parlé juste avant, qui l'entretiennent, parce que nous, la multiplication trop importante des bacs nous met en difficulté dans l'entretien et du coup ne satisfait finalement personne. Et je prends juste la parole une minute, et après on continue avec les questions pour vous dire, vous savez qu'à la mairie du 15e, on est vraiment très très attaché, et M. Berroir le sait, à l'implantation d'arbres, de nouveaux arbres, à empêcher à ce que les arbres soient coupés, sauf dans le cas où, et là c'est toujours très bien instruit, l'arbre est vraiment trop malade, il y a un risque majeur par rapport à cet arbre, et donc dans ces cas-là on accepte l'abattage, mais vous savez que Monsieur le maire est très très attaché à l'implantation d'arbres, y compris en pleine terre. On vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il nous avait dit, Monsieur le maire, qu'ils avaient même réfléchi à pouvoir implanter des arbres sur la place Kandinsky afin de mieux la végétaliser et que malheureusement le sol faisait que c'était trop difficile. Par contre, pour reprendre votre idée, Yves, peut-être on pourrait faire une petite marche exploratoire dans le quartier avec les conseillers de quartier qui sont motivés pour le faire, afin d'aller explorer dans le quartier les espaces où on pourrait effectivement proposer de la végétalisation au service de la DEV, monter un petit dossier, leur proposer, voir ce qu'on peut faire déjà en attendant embellir votre quartier pour que les choses avancent un petit peu sur la végétalisation. Tout à fait. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais comprendre, vous avez parlé donc pour le permis de jardiner d'être en collectif. Le collectif, cela se composerait de combien de personnes minimum? Et pardon, j'ai une deuxième question. Je vois, oui, rue Paul Barouel en particulier, où il y a vraiment autour des arbres un entretien assez intéressant. J'y habite pas, mais j'y passe souvent. Et ma troisième question, rapidement, c'est aujourd'hui, avez-vous un plan sur le quartier de rues qui vont être effectivement végétalisées? Merci. Alors, pour la première question, qui va me faire... vous allez devoir me répéter la deuxième parce que j'étais en train de chercher la réponse. Je m'en excuse. Pour pouvoir se constituer... la constitution du collectif repose soit sur l'existence d'une association, soit d'un conseil de quartier, soit d'un établissement scolaire ou périscolaire, un commerce, une entreprise, ou tout simplement un groupe d'au moins 5 personnes. 5, ouais. Mais sinon, ça peut être rattaché à une association qui assurera la présence, même s'il n'y a qu'une seule personne qui assurera justement l'entretien et qui se portera garant du bon entretien du pied d'arbre végétalisé, même s'il n'y a qu'une seule personne qui souhaite l'entretenir au final. Alors la troisième question, c'était le plan sur la ville. Alors là, pour le coup, je ne vais pas être le mieux placé pour vous répondre correctement. Ce sont mes collègues des services de la voirie qui instruisent ces projets, qui vont avoir un plan le plus pertinent possible en lien avec les services de la mairie du 15e et de la ville de Paris pour proposer les aménagements les plus pertinents possibles. Et du coup, je suis désolé, il faut que je vous fasse répéter la deuxième question. Baruel, c'est au niveau du mur végétalisé. Alors attendez, je vais me remettre. Je pense que c'est un permis de végétaliser. Donc rue Baruel. Je pense que c'est ici. Et donc c'est l'association du jardin partagé, du coup, sûrement qui les possède. J'ai pas le détail des personnes qui s'occupent de ces permis de végétaliser. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des permis de végétaliser. Typiquement. Donc je pense que ça repose sur l'association du jardin partagé qui s'appelle, qui est dans l'espace sportif. Voilà. Et je pense que c'est le même collectif. Donc vous voyez là, pour le coup, l'autorisation, la délivrance du permis de végétaliser
Voilà, exactement. On va vous donner le micro. On va vous donner le micro tout de suite, madame. On va vous donner le micro pour les questions ou vos interventions juste après celle-ci. Ouais. Juste une petite question. Je comprends on serait éligible à la phase 4. C'est votre dernier point. Où en sont les phases 1, 2 et 3 et quand est-ce qu'on peut estimer avoir la phase 4 ? Alors je cherche dans mes papiers, parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, comme je vous disais, ce sont surtout mes collègues de la voirie qui s'en occupent. Alors je crois qu'actuellement on en est aux travaux de la phase 2, mais je vérifie tout ça. Alors, attendez, je vous trouve tout ça. Alors grosso modo, j'ai l'impression, alors ça demanderait confirmation, je ne sais pas comment, il faudra peut-être une intervention des services de la voirie, ou peut-être que vous en savez plus. Sur les différentes phases, la première phase était autour, on va dire, de violet commerce. C'était un peu plus large que simplement violet commerce. La phase 2, c'est Brassens. La phase 3 va commencer l'instruction. Et pour la phase 2, oui, mais la question était où en sont les différentes phases. Pour la phase 2, voilà, les travaux n'ont pas encore commencé, ça a pris un petit peu de retard. Normalement, chaque phase correspond plus ou moins à une année. Mais les phases peuvent éventuellement déborder. Alors sur Emeriozola, je sais qu'on a des projets qui sont actuellement en cours de livraison et ce quartier correspond du coup à la phase 1 lancée en 2021. Grosso modo, chaque phase correspond à une année calendaire, mais c'est plus le budget qui est attribué sur cette année calendaire, mais il y a tout le projet à monter, particulièrement sur les premières phases, qui fait qu'on parle plutôt en phase qu'en année calendaire. Bonsoir. Pardon, c'est moi. Je suis représentante de l'association des locataires du 48 rue Bargue. Donc c'est un HLM et on a un espace végétalisé qui est très mal entretenu par le bailleur. On aimerait bien demander à ne plus payer ces charges et reprendre la main sur l'entretien végétal. Est-ce qu'on pourrait être aidé par la mairie ou alors vraiment ça serait interne au bailleur, entre le bailleur et nous? Ouais, à mon avis, c'est plus le bailleur parce que je pense que du coup, le Paris Jardine dont je vous parlais concerne plutôt les cours de copropriété. Je pense que dans tous les cas, il faudra poser la question au bailleur pour en savoir plus. Mais je pense qu'il doit exister aussi au niveau des bailleurs sociaux la possibilité d'avoir des initiatives assez similaires à ce que je vous ai présenté pour les espaces villes de Paris. Et je pense que la maison du jardinage chez nous pourrait répondre à vos questions comme elle le ferait pour n'importe quel Parisien. Je vous invite pour en savoir un petit peu plus et avoir plus les détails à ces questions à aller sur le site Paris Jardine qui est vraiment pas mal fait et je pense va pouvoir vous apporter pas mal de réponses à l'ensemble de ces questions. D'accord, merci. Moi, je voulais savoir par rapport aux murs végétalisés dont vous parliez. C'est un permis de végétaliser également, en fait? Alors, tout dépend de quel mur on parle. En fait, il y a quelques murs où on voit qu'il a été planté, donc certainement pas récemment, mais par exemple des jasmins ou voilà, des choses comme ça, et qui ont une emprise au sol qui est très minime. Et ben justement, on parlait tout à l'heure des pieds d'arbres au niveau de la rue Paul Baruel. Ouais. Il y a un mur végétalisé aussi qui a été planté à cet endroit-là et qui est entretenu sous forme de permis de végétaliser. Donc des pieds d'arbres de ce type-là. Ça permet de végétaliser. Exactement. Pareil, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions parce que c'est un autre service à la ville de Paris qui s'en occupe. Mais sur le permis de végétaliser, le site de paris.fr est assez bien fait et peut vous répondre à beaucoup de questions
question si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche. Et notamment, il y a maintenant la possibilité de débitumer une partie, enfin, pas systématiquement, hein, mais en concertation avec les services de la voirie et les services de l'Agence de l'écologie urbaine qui pilotent cette délivrance de permis de végétaliser, la possibilité de débitumer certaines parties de trottoirs et du coup d'avoir des plantations en pleine terre directement. Notamment peut-être si vous avez l'envie de végétaliser un mur et que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit possible de le faire, il y a la possibilité de déposer un permis de végétaliser avec un débitumage préalable du trottoir. Merci. Oui, dans le public. Oui. On va vous passer un micro, ça sera plus facile. Je voudrais vous poser une question corollaire sur le nettoyage des trottoirs, qui semble être en grande partie responsable de la destruction de ces trottoirs, liée donc au fait que les arbres sont des arbres africains là, qui ont été plantés dans la région et qui sont tous très demandeurs en eau. Et donc les racines détruisent quasiment tous les trottoirs sur lesquels on peut marcher. Donc, je ne sais pas si c'est exactement le sujet que vous êtes en train de traiter. Rue Saint-Amand. Rue Saint-Amand, la rue à côté, etc. En fait, les trottoirs sont nettoyés, ce qui est une bonne chose, peut-être par ailleurs. Donc, à grande eau, plusieurs fois par semaine. Et puis moi, je vois les racines qui se marrent toute la nuit. Donc, voilà. Bon, c'était une question que j'en profite pour glisser. Je sais pas si tenez bien le micro près de... bouche, monsieur. Non, moi, je pense que... je peux dire un ou deux mots. Et évidemment, le système racinaire des arbres a tendance à dégrader quand ça... Oui, en fonction de la taille de développement de l'arbre, grosso modo, on dit qu'un arbre est aussi volumineux en surface qu'il l'est en sous-sol. Donc forcément, si on plante des gros sujets, on va avoir tendance à avoir des racines qui vont beaucoup s'étaler et qui vont potentiellement dégrader les trottoirs et éventuellement aussi les ouvrages. On va vous donner un micro. Et du coup, tout cela impose la réfection des trottoirs. Alors après, pour les questions de nettoyage, alors soit Louise Agathe, soit toi, vous pourrez répondre plus précisément aux questions. Ce que je peux juste dire pour compléter un tout petit peu la réponse, effectivement, ça on voit bien partout dans Paris, selon les secteurs, il peut y avoir des... du nettoyage sec, plutôt, si vous faites deux nettoyages. Je suis pas sûre qu'il y ait un lien direct, si vous voulez, entre les deux. Par contre, d'un autre côté... quand il y a des gros problèmes de racines comme ça, il faut savoir que c'est le service de l'arbre qui prend le relais, en fait, pour trouver des solutions en lien, bien évidemment, avec la voirie, hein, parce que l'idée, c'est bien sûr que tout le monde soit en sécurité sur les trottoirs, mais voilà, il y a un service dédié qui s'appelle le service de l'arbre. Et si vous voyez des soucis à certains endroits, n'hésitez pas, à nous contacter, élus de la mairie du 15, pour qu'on puisse, nous aussi, faire intervenir les services de l'arbre pour qu'ils aillent voir exactement comment améliorer le trottoir à cet endroit-là en fonction, avec les problèmes de racines. Ah, d'accord. Oui. Bonsoir, je suis au 47 rue Bargue et je voulais savoir si c'est vous qui avez été responsable des jardins qu'on doit nous faire et si vous allez les entretenir plus tard. J'ai une autre question aussi concernant le lierre qu'il y a boulevard Pasteur sur les arbres. Est-ce que les arbres, ça leur pose pas de problème ? Et puis aussi, on a fait partie d'une association il y a quelques années et on avait un budget et on avait demandé des pots de couleur pour mettre sur la place Falguière. Bon, il y a eu la Covid qui est arrivée et ça a été abandonné. Mais cette histoire de pots de couleur pouvait peut-être faire quelque chose pour le quartier. Vous savez, ces gros pots... Les pots papy, effectivement, qui se sont beaucoup développés à un moment, qui ne sont actuellement plus aussi appréciés. Donc, c'est mauvais pour la planète.
je sais pas, mais en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, peut-être que ce ne seront pas forcément des pots de couleur, mais si vous avez une volonté de végétalisation temporaire en attendant un aménagement plus important, alors j'ai aucune vision sur les projets qu'il peut y avoir sur embellir votre quartier phase 4, mais peut-être que la place Falguière fait partie de ces projets ou pourrait l'être, et en temporaire, on pourrait imaginer éventuellement y placer des bacs. Après avoir étudié le sujet, effectivement. Mais c'est vous qui êtes responsable aussi de nos jardins qui vont être faits. Alors, j'avoue que je ne connais pas l'adresse. Nous, devant le conservatoire, vous savez, tout doit être végétalisé. Alors non, pour l'instant, nous ne sommes pas en charge de cette végétalisation. Enfin, nous ne sommes pas en charge de l'entretien de la végétation qui existait auparavant. Par contre, nous serons en charge d'une bonne partie des espaces qui vont être créés là-bas. Ah bon, d'accord. Et le lierre sur les arbres, ça ne pose pas de problème? Et le lierre sur les arbres, alors on en met de plus en plus dans les aménagements parce que c'est un couvre-sol très résistant, notamment aux chiens. Alors ça grimpe un petit peu aux arbres. Normalement, les espèces qui sont choisies sont des espèces qui ne vont pas dégrader les arbres. Après là, pour le coup, je crois les spécialistes du domaine et voilà. En tout cas, le lierre est très utilisé en couvre-sol actuellement, justement parce qu'il est très résistant et il se développe assez rapidement et fait un effet visuel intéressant. Merci. Alors, on a mis pas mal de bulbes de printemps, donc normalement il y a pas mal de jonquilles ou voilà qui sortent en ce moment. Donc c'est sûr que pendant la période hivernale c'est pas très coloré, mais bon, peu de végétation l'est. Normalement sur la période printanière il devrait y avoir pas mal de floraison. Alors après on est sur l'espace public avec une fréquentation importante, notamment liée à la présence, à la proximité de la gare, donc il faut que toutes ces fleurs résistent déjà à la tentation des usagers de les cueillir et à la fréquentation forte de chiens, de passants qui traversent parfois pressés pour aller récupérer leur train. Merci Fabien. On va prendre une autre question. C'est pas moi qui ai le micro. Ouais. Oui, bonsoir. Je voulais savoir s'il était prévu de végétaliser la rue Léon Delhomme, comme nous l'avait promis le maire. Donc, et quand? Voilà, c'est une rue très large et qui... Alors pour le coup, qui pourrait profiter. Je laisse Louise Agathe répondre parce que je n'en ai absolument aucune idée. Rien. Et quand il fait très chaud, c'est un peu dur, le bitume. On n'a que les chiens qui viennent faire leurs besoins dans la rue, donc on aimerait bien avoir autre chose que des chiens qui viennent faire leurs besoins. Merci. Écoutez, si monsieur le maire vous l'a promis, je pense que ce sera fait. Après, très sincèrement, on peut très bien nous aussi se le marquer si on part sur l'idée de se faire une petite marche exploratoire et d'aller voir. C'est que nous, en tant que conseillers de quartier, on aille voir sur place comment c'est, voir les espaces qui peuvent effectivement être végétalisés à cet endroit-là et faire la proposition ensuite à la division des espaces verts pour que le sujet soit instruit. Mais merci beaucoup d'avoir relancé l'idée et on note la rue Léon Delhomme comme étant prioritaire puisque monsieur le maire l'a promis. Là, oui. Si j'ai bien compris, en fait, vous êtes preneur d'idées, de bonnes idées pour savoir où planter un arbre. Donc, mais sur quel site on vous le dit exactement? Est-ce que c'est sur le site de la mairie du 15e, le site de la mairie de Paris? Parce que quand on le met dans le budget participatif, par exemple, je prends un exemple, à l'angle de la rue Lecourbe et la rue Croix-Nivert, bon, tout le monde demande la plantation d'un arbre. Et quand vous le mettez dans le budget participatif, on vous dit « Ah ben non, il faut 1500 soutiens ». Alors vous savez, 1500 soutiens pour un arbre. Donc est-ce qu'il y a un site particulier? Par exemple, on peut en planter aussi rue Péclet. C'est une rue de stationnement parce qu'elle est barrée et elle sert uniquement pour les voitures. Donc est-ce que là aussi, c'est juste devant la mairie en plus, donc c'est un message, un signe très fort quand même. Donc là, à quelle adresse on peut vous le dire quand on a une idée de plantation d'arbres? Et l'autre question, est-ce que c'est vous qui vous occupez aussi du pourtour des arbres, c'est-à-dire les grilles qui se soulèvent ou les espèces de jardinières, vous savez, les pourtours de bois? Par exemple, je prends l'exemple de avenue Félix Faure. Bon, c'est pas du tout dans le quartier, mais c'est pour un exemple parce qu'il y en a partout dans le 15e, où vous avez les grilles qui sont là ou pas là.
il y a les boudins de bois qui restent, qui sont partis, mais il n'y a rien à la place. Il y a des creux. Enfin, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est encore un autre service? Parce que c'est très compliqué, les arbres. Donc. Ça n'est effectivement pas mon service qui s'occupe des pieds d'arbres, mis à part quand une alors il y a toujours des exceptions dans les règles. Là, en l'occurrence, nous, on s'occupe des pieds d'arbres lorsqu'ils sont inclus dans des jardinières. Sinon, ce sont les services de la DPE qui s'en chargent. Et quand il y a des grilles, ce sont les services de la voirie qui sont en charge de les remplacer, de les refixer. Comme on l'a dit tout à l'heure, les arbres sont des êtres vivants et donc du coup ont des racines qui se développent et qui vont avoir tendance à déstabiliser tout ce qui se passe en surface au-dessus d'eux. Donc voilà. Alors après, pour signaler les sites de plantation potentiels, je pense que le canal d'entrée mairie du 15e est un bon canal. Après, l'objectif, comme je disais tout à l'heure, du dispositif Embellir votre quartier, c'est un peu de coordonner toutes ces opérations de végétalisation et d'embellissement au sens plus large des quartiers. Et donc, du coup, je pense que l'idée, c'est de faire quartier par quartier et de faire, en gros, bloc par bloc, quoi. Qu'on ne vienne pas planter un arbre dans un coin de rue. Quelques semaines après, un peu plus loin, etc. C'est que vraiment tout le quartier se transforme d'un seul et même tenant. Madame Sicot. Oui, bonsoir. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des chenilles processionnaires qui commencent à investir les squares de notre quartier. Et j'en veux pour preuve le square Alray-Quintini qui a été traité il y a quelques jours. Alors, il y a des enfants qui viennent jouer, il y a des aires de jeu et les chenilles étaient dans les arbres. Il a fallu que j'appelle 3 fois pour pouvoir avoir un traitement. Alors, je voudrais que vous soyez attentifs sur tous les squares qui bordent notre quartier. Merci. Alors pour le coup, effectivement, c'est la période où les chenilles descendent des pins. Les nids sont parfois difficiles à repérer, donc parfois. Mais du coup, au moment où elles descendent, on les repère, mais c'est bien souvent trop tard. Donc. J'ai appelé quand les nids étaient encore formés. Je n'ai pas attendu que les chenilles descendent. Et par contre, vous êtes intervenu quand les chenilles ont commencé à descendre le long des troncs. Alors normalement, c'est une erreur de notre part. Alors je ne sais pas par quel canal vous êtes passé pour le signaler. L'information nous est peut-être arrivée, enfin nous est sûrement arrivée trop tard puisqu'on n'est pas intervenu assez tôt. Donc normalement le principe c'est lorsqu'on repère un nid avant que les chenilles ne descendent, qu'on vient d'installer, vous savez, les pièges qui cerclent les troncs d'arbres et qui du coup quand la chenille descend, le principe c'est qu'on lui met un sac rempli de terre, elle a l'impression qu'elle est arrivée au sol, et du coup elle commence à se transformer enfin elle forme son cocon en vue de se transformer en papillon, et nous on vient ramasser. Voilà. Donc voilà, je suis désolé qu'on soit intervenu trop tard chez vous. Normalement, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pain sur le 15e, donc et puis les pièges coûtent relativement cher, donc on peut pas équiper tous les arbres de pièges. On a essayé d'être le plus réactif possible pour. Soyez attentifs dans les autres squares, parce qu'il n'y a pas que le nôtre qui va être impacté. Hein. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a sûrement loupé le bon moment. Enfin, alors, je ne sais pas si vous avez eu des chenilles au sol. D'accord. Donc, c'est qu'on a un peu loupé le bon moment, le meilleur moment en tout cas. Normalement, l'idée, c'est justement d'installer les pièges avant que les chenilles ne descendent. Dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse en installer sur chacun des pins pour être sûr de récupérer toutes les chenilles. On installe également des pièges à phéromones au niveau des autres phases de cet insecte au moment où il est sous sa forme de papillon, pour éviter d'avoir trop de développement de l'animal, et du coup d'avoir le moins de nids possible dans les arbres. Donc c'est effectivement un problème qui est de plus en plus courant à Paris, et en plus de plus en plus tôt dans la saison, donc qui nous perturbe en plus dans l'organisation et le suivi du problème. Oui, bonjour.
j'ai 3 sujets. D'abord, la place Falguière, il y a 4 ou 5 ans, on voulait déjà mettre des jardinières. Ça ne s'est jamais fait, parce que le problème des jardinières, il faut arroser. Et apparemment, l'arrosage, ça pose problème. D'ailleurs, j'estime que les jardinières, ça ne sert à rien. Ça fait joli, mais au point de vue climat, c'est ridicule. Bon, le deuxième sujet, on parle beaucoup de rendre la ville perméable. Et c'est un sujet important parce que dès qu'il pleut, eh ben, les rues n'absorbent pas l'eau et tout va dans les égouts. Et comme les égouts sont saturés, ça va dans la Seine. Donc vous avez évoqué le problème de débitumisation. Et je pense que certaines rues, comme la rue Saint-Amand, où le trottoir d'ailleurs est très dégradé, on pourrait débitumiser, c'est-à-dire relier les pieds d'arbres entre eux par une zone de verdure, de plantes folles, comme ça se fait en province, ça se fait en banlieue. Ça, je crois que c'est important, parce que le grand sujet, apparemment, c'est les pluies, et on n'arrive pas à écluser, entre guillemets. Bon, puis la dernière question, c'est que je trouve que votre histoire de pieds d'arbre, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est une surface minime. Bon, c'est pour faire plaisir aux gens, mais bon, ça ne sert vraiment à rien, si ce n'est que les chiens vont y mettre leur crotte. Bon, enfin, le dernier sujet, je suis un peu énervé, c'est l'histoire de végétalisation des terrasses. Moi, j'habite au Parnassium, 16 étages. La végétalisation, si elle n'arrose pas, ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas remonter de l'eau avec des arrosages automatiques et ensuite des conflits entre copropriétaires parce que ça déborde. On va remonter l'eau jusqu'au 16e étage. Je trouve que la végétalisation, c'est un peu c'est le dada de la mairie, de la maire, mais vraiment, c'est foutre du monde. Il vaut mieux mettre des panneaux solaires, etc. S'il faut végétaliser, moi je pense qu'il faut végétaliser en terre pleine, au pied des immeubles, mais pas les mettre des plantes à 50 mètres de hauteur. Bon, je crois que c'est un peu ridicule. Bon, écoutez. Bon, après, je reviens sur Saint-Amand. Si on peut faire quelque chose, ça c'est la question prioritaire. Bon, bonsoir. Je demeure sur le 48 rue Bargue. Moi, je remarque simplement une chose. Quand je vais faire mon petit tour, je passe devant l'école maternelle qui est rue de la Procession. Les parents avec les enseignants ont essayé de faire des petits pieds d'arbre, justement, avec les enfants, avec les moyens qu'ils avaient. Mais c'est massacré. Les chiens, ils vont dessus. De toute façon, un pied d'arbre, par destination, c'est pour les chiens. Donc, eux, ils ne savent pas voir qu'il y a des plantes, ils s'en fichent. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une aide ponctuelle des services de la mairie pour aider cette école à garder cet espace? C'était important, juste avant la sortie de l'école maternelle. Moi, j'ai la place Kandinsky, mais ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas avant 4 ou 5 ans, la place Kandinsky. Donc, on a le temps de revoir le conseil, le budget participatif de 2026. Alors, je vais prendre les questions parce que sinon je ne vais plus me souvenir de tout. Déjà, sur les pieds d'arbre de la rue de la Procession, je crois que c'est celle-ci. Du coup, vous voyez les petits points en jaune là, ce sont les permis de végétaliser qui ont été délivrés et pour lesquels des travaux de rénovation sont engagés par la ville de Paris. Donc, ce qui se résume par des plantations, l'amener de terre nouvelle, éventuellement la mise en place de lys. Alors, on peut plus mettre la ville de Paris ne souhaite plus qu'on mette des protections provisoires hautes qui empêcheraient toute intrusion par les chiens, mais qui compliquerait également l'entretien par les enfants. Après, les chiens, ce sera le sujet qu'on abordera après. On essaye aussi de les prendre en compte dans la ville, notamment avec la création de Canipark. On parlera du square Bargue-Platon, qui en est un des premiers du 15e. Voilà. Pour revenir sur les bacs, leur objectif n'est effectivement pas de traiter les eaux pluviales.
mais d'embellir la ville. Après, on peut choisir des espèces qui sont plus résistantes à la sécheresse que d'autres. Par exemple, sur le parvis de la mairie, là, on a mis des palmiers de type Bussia qui sont beaucoup moins demandeurs en eau et qui justement évitent et des passages trop souvent, donc diminuent la nécessité de passer, et améliorent aussi la qualité du végétal puisqu'il est dans des conditions qui lui sont le plus favorables possible. Donc on peut réfléchir aussi à ce type de démarche dans le choix des végétaux pour être le plus efficient possible et que les bacs soient le plus jolis possible quand on les dispose. Après, vous m'avez parlé de la rue Saint-Amand, qui effectivement est extrêmement large et pourrait tout à fait être végétalisée. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce ne sont pas mes services qui sont en charge de ces projets de végétalisation, mais je pense qu'elle a bien été repérée par mes collègues de la voirie. Et nous, on est fréquemment quand même en échange avec eux parce qu'on récupère les projets en entretien derrière. Donc, on en reparlera avec eux pour insister sur la chose, mais je crois que c'est déjà pris en compte. Merci Fabien. Oui, on va. Oui, bien sûr. Il faut prendre un micro, parce que, en fait, pour vous dire, j'ai l'impression que ça se décide entre spécialistes, entre vous, mais l'avis des intéressés, des résidents, on ne leur demande jamais leur avis. Bon, là, la rue Saint-Amand, moi... C'est ce qu'on fait ce soir, justement, et c'est pour ça qu'on est là. Non, mais Saint-Amand, moi, ce que je vous demande, c'est de créer des zones vertes entre pieds d'arbres, c'est-à-dire débitumées sur le trottoir. Ouais. Le trottoir, d'ailleurs, on va remonter l'idée, monsieur. Merci. On va passer au sujet suivant. S'il y a d'autres questions, on pourra peut-être y revenir plutôt un peu plus loin dans la soirée. Du coup, Fabien, on passe sur le... Pour finir là-dessus, je pense que dans chacune des phases d'embellir votre quartier, il y a eu des présentations au conseil de quartier pour valider tout ça. C'est juste que là, comme c'est la phase 4, les premières réflexions inévitables pour se présenter à vous avec des projets étudiés sont en cours, et donc du coup, je pense que ce sera un des sujets des conseils de quartier à venir. D'où celui-ci. Je te propose de passer au point sur l'expérimentation du Canipark Bargues. C'est par mail, je pense. Par mail, ou alors il y a tout un tas de canaux qui nous reviennent. Donc déjà, si vous sollicitez la mairie du 15e, si c'est un sujet qui me concerne, ils me poseront la question. Après, il y a... Dans ma rue, si c'est un sujet qui me concerne, ça me retombe. Après, sinon, c'est sur Kedja, le plus souvent. Après, vous pouvez appeler le 3975. Et voilà, je pense que ça fait déjà beaucoup de canaux possibles qui, in fine, retombent sur le service concerné à la ville de Paris. Et donc du coup j'enchaîne sur le Canipark Bargues. Donc je vous ai fait un petit topo pour commencer sur le nombre sur les espaces verts qui sont autorisés aux chiens dans le 15e. Donc il y en a à peu près une quinzaine. La plupart ne sont autorisés qu'aux chiens tenus en laisse. Et les propriétaires de chiens le reprochent beaucoup à tout le monde et souhaitent du coup avoir des espaces dans lesquels les chiens peuvent être lâchés, des caniparks. Donc actuellement on en a 2 dans le 15e, l'allée aux chiens du parc Georges Brassens, donc qui est pas très loin d'ici, et un canipark qui vient d'être créé rue de la Montagne de l'Espérou, donc proche du parc André Citroën. Et donc le square Bargues Platon est autorisé aux chiens depuis le 1er juillet dernier, dans le cadre d'une expérimentation. Donc dans un premier temps, comme le site n'a pas été conçu pour recevoir les chiens, ils sont autorisés tenus en laisse. Sur les 982 mètres carrés du coup du square. Le site était effectivement très approprié parce que déjà l'aire de jeu était dégradée et donc a dû être retiré. Le règlement des parcs et jardins stipule que tout square dans lequel est présente
une aire de jeu ne peut être fréquentée par les chiens. Et puis, autre fait qui le rendait approprié, c'est qu'il y a assez peu de massifs horticoles dedans, en tout cas qui ont un intérêt à conserver. Donc du coup, voilà, l'expérimentation a été décidée conjointement avec... tout le monde était... Il y avait quand même un consensus pour dire que c'était une bonne idée d'autoriser les chiens à cet endroit-là. Et depuis, le mot a dû se passer entre les propriétaires de chiens et la fréquentation du site est de plus en plus importante. Les retours sont très positifs avec qu'ils me sont revenus aucune plainte. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a eu... En fait, voilà. Donc vous vous rappelez, parce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, ça se décide entre vous. Là, pour le coup, c'est une décision que nous avons prise en conseil de quartier, en discussion en conseil de quartier. On s'est posé la question et on s'est dit, et si on demandait une autorisation pour créer ce canipark? Et vous voyez, ça s'est fait comme ça, en concertation, en conseil de quartier. Alors pas avec ses conseillers de quartier, avec l'ancienne mandature, puisque là, vous avez la nouvelle mandature. Oui. Tout à fait. Le 48 Barg était là. Et là, donc, tout à l'heure, j'ai discuté avec la police municipale justement sur ce sujet pour leur poser la question. Est-ce que eux, de leur côté, quand ils font leur ronde, est-ce qu'ils ont des retours des habitants, plutôt dans les aspects négatifs? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas en termes de propreté, d'incivilité ou autre? Et il n'y a eu aucun retour pour l'instant de la part des habitants au niveau de ce canipark. Mais bien sûr, on va vous donner la parole et on est là aussi pour vous entendre. Hein. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on a voulu le mettre à l'heure du jour. C'est aussi pour avoir vos retours, vous, en tant qu'habitants du quartier. C'est très important. Merci. Donc du coup, fort de cette expérimentation a priori positive, alors on prendra les questions ensuite, on a eu un budget de la part de la mairie du 15e pour rénover le square Barg Platon et en faire un véritable canipark. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir au maximum ce square sur la rue pour que parce qu'on avait quand même pas mal de problèmes de deal également, donc pour que en gros le square puisse être relativement facilement surveillé depuis l'extérieur. Alors il y aura également donc il y aura la majeure partie du square qui sera formée par de la pelouse, une allée la plus droite possible pour éviter justement là encore les recoins et les facilités de planque, et puis des assises qui permettront aux propriétaires de chiens de s'asseoir pendant que leurs chiens batifoleront. À chaque entrée, on aura des sas, donc une série de 2 portillons qui éviteront que lorsque quelqu'un rentre, les chiens puissent s'échapper. Et dans le fond, on maintiendra quand même des arbustes de nature diverse pour déjà faire quelque chose d'agréable. Et voilà. Donc ensuite s'appliquera sur ce canipark, comme dans tous les caniparks parisiens, une charte d'usage qui du coup est commune à tous les espaces, et donc sera placardée dans ce square les différentes règles qui s'appliqueront aux chiens et surtout à son propriétaire. Donc déjà l'objectif sera que les chiens profitent bien de l'espace. Et ne gêne pas les autres chiens, donc avec des chiens vaccinés, que l'on rentre dans l'espace avec des chiens calmes pour éviter un petit peu comme dans une cour d'école qu'il y ait trop de problèmes, éviter d'apporter des jouets pour pas créer de lutte entre les différents chiens. Voilà, ça c'est vraiment spécifique aux propriétaires de chiens. Et puis après, l'objectif c'est aussi de respecter les usagers et les habitants riverains de ce canipark, en évitant que les chiens n'aboient, en ramassant évidemment toutes les déjections canines, en ne jetant pas de nourriture au sol qui pourrait attirer également les rats, en évitant de dégrader au maximum la parcelle, et puis en respectant toutes les consignes qui seraient données de sécurité qui seraient données par la ville de Paris. Et en informant la ville de Paris si un événement spécifique aux chiens est organisé dans cet espace. Voilà. Tu avais une question, Charles, peut-être? Une petite question, mais comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Alors, déjà, c'est très bien qu'il y ait une création de canipark,
parce qu'on a quand même beaucoup de chiens dans le quartier et peu d'espace pour eux. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, dans les espaces verts de la ville, ils ne sont pas tenus en laisse. Et on le constate dans le quartier tous les jours. Oui, dans les rues, mais au-delà de ça, dans les espaces verts où des enfants peuvent jouer et où ont l'habitude de jouer, je voudrais juste savoir à qui on s'adresse, parce que quand on appelle la police municipale, ils nous disent que ce n'est pas leur sujet, c'est la mairie de Paris sur les espaces verts. Quand on appelle la police nationale, ils nous disent que c'est la mairie de Paris ou la police municipale. Et donc, in fine, on n'a jamais la bonne personne pour traiter le sujet. Peut-être qu'il y aura dans ces caniparks du personnel qui sera en charge un peu de la sécurité, je ne sais pas. Non, alors ça m'étonne que la police municipale vous ait dit que c'était pas de leur ressort, parce que typiquement un chien non tenu en laisse, des déjections canines, etc., c'est vraiment de leur ressort, donc c'est eux qui sont en charge de l'intervention. Alors peut-être, par contre, ils sont relativement peu nombreux et potentiellement sollicités sur tout l'arrondissement, donc au moment où ils ont été appelés, ils ne pouvaient pas pour X raisons se déplacer. Enfin, normalement, c'est vraiment de leur ressort. Nous, ce qu'on peut faire au sein des espaces verts, c'est afficher. On n'a pas de personnel capable de verbaliser ou d'interdire quoi que ce soit. Ce qu'on fait derrière, nous, c'est donc afficher cette charte pour qu'il y ait vraiment un règlement et que personne ne puisse ne pas. Enfin, cette charte, et puis il y a un règlement dans les parcs et jardins également sur lequel on peut. Enfin, la police municipale peut s'appuyer pour verbaliser les contrevenants. Après, effectivement, on n'aura pas de personne en permanence sur le canipark chargée de faire respecter l'ensemble de ces règles. Par contre, les équipages de la police municipale circuleront comme ils le font partout et comme ils le font actuellement d'ailleurs. Moi, je vais aller un tout petit peu à l'encontre de ce que vous dites, mais peut-être pour le futur. J'imagine qu'on n'en est pas là. Mais en France, c'est le seul pays en Europe où on a des caniparks. En fait, ailleurs, les parcs sont ouverts aux chiens et les espaces pour les enfants sont protégés où là, les chiens ne doivent pas aller. Donc les caniparks, effectivement, c'est pas très agréable. Enfin, moi, celui qui est Georges Brassens, enfin, j'ai l'impression d'être en prison, donc je ne vois pas très bien l'intérêt. Et donc, si vous regardez donc, les parcs, que ce soit à Madrid, à Londres ou à Berlin, ben, les chiens ont l'autorisation d'aller partout. Par contre, les espaces pour les enfants avec les aires d'enfants sont vraiment protégés. Et je pense que c'est un projet enfin, donc, un petit peu différent. Donc voilà, moi je ne suis pas pour la création de caniparks du tout. Et puis ensuite, effectivement, peut-être la verbalisation un peu plus systématique des propriétaires de chiens. Ça peut simplement peut-être éduquer les gens. C'est ce qui fonctionne dans les autres pays aussi. Donc c'est étonnant que chez nous, ça ne soit pas possible. Alors pour le coup, ouais, c'est vraiment des partis pris qui sont faits et qui, pour le coup, me dépassent largement. Donc nous, pour l'instant, on est sur de la création de caniparks. On peut imaginer que c'est un premier pas vers après une ouverture plus large des espaces aux chiens et peut-être un partage plus important de l'ensemble des espaces. Je pense que pour les propriétaires de chiens, c'est déjà un progrès d'avoir un espace dans lequel le chien peut être lâché en toute légalité, parce que sinon, il y a... Alors, pour le coup, si on arrive à avoir un petit peu plus de caniparks, peut-être que la fréquentation de chacun des caniparks sera moins importante et du coup, le risque d'attraper des maladies, déjà la qualité du site aussi, parce que Georges Brassens est tellement fréquenté qu'il n'y a rien qui pousse et ça mérite des travaux pour être correctement fait, mais on se pose des questions sur savoir comment faire pour que ce soit à la fois agréable pour le chien et pas trop vite dégradé et un peu naturel. Enfin voilà, ça pose tout un tas de questions. Bonsoir. Donc merci pour cet exposé, mais j'ai pas bien compris quand est-ce que le bac à sable il a été enlevé déjà. Le sable a été enlevé, c'est ça? Oui, le sable a été enlevé, oui. Et remplacé, il me semble, remplacé par du broyat, si
Ah d'accord. Ou peut-être même directement de la terre, pour justement anticiper, je confonds avec un autre site, justement pour anticiper le fait qu'on allait faire ces travaux. Et du coup, ça sera quand les travaux? Enfin, ça sera fini quand, vous pensez? Parce que Alors normalement, ça devrait être fini. En préparant, j'ai dit à mes équipes, il faudrait que ce soit fini pour les JO, comme ça je peux l'annoncer. C'est un peu le point de repère actuel de tout. Donc c'est des travaux qui vont avoir lieu très prochainement. Et du coup, les chiens pourront être lâchés ensuite? Exactement, dans ouais. cette zone. Ok, merci. Bah, allez-y, donnez un micro à... Oui, bonjour. Donc, je suis propriétaire de chiens. Je suis à l'origine avec Madame Hutorel de la demande du Canipark. Alors, en ce qui concerne les périchots, je rebondis dessus. Il y a énormément de morts aux rats. Plus personne ne va se promener là-bas. On n'a pas envie de ramener nos chiens... Georges Brassens, pardon. On n'a pas envie de payer des factures de 500 €, voire plus, pour euthanasier nos animaux. Et en ce qui concerne le square qu'on a demandé... qu'on a pu obtenir, il y a énormément de rats, le terrain s'affaisse par endroits, il y a des trous de partout. Et concernant le deal, il a diminué, mais il est toujours présent. Des propriétaires de chiens se sont vus menacés, ils m'ont tenu des propos. Il y a quelques jeunes, quand ils sont arrivés avec leur chien, ils leur ont dit « vous n'avez rien à faire là avec votre chien ». Donc, est-ce qu'il serait possible de retirer encore quelques bancs? Il y en a 4 qui ont été retirés. Est-ce que vous pouvez en retirer encore quelques-uns pour avoir plus de tranquillité dans le quartier? Du coup, là, vous parlez de l'aller aux chiens, d'avoir moins de bancs. Alors, pour le coup, je pense qu'il faut... Ah, Square Platon. Ah, d'accord, pardon. Parce que du coup, vous y avez les deux sujets. Parce que je crois, on en discutait avec Louise Agathe, qu'il y a très longtemps, il y a eu de la mort au rat de placer dans l'aller aux chiens. Mais c'était avant mon arrivée, donc avant 2017. Depuis, normalement, on n'a plus rencontré ce type de problème. On sait que les propriétaires de chiens, vous avez très très peur de ça, et on en a bien conscience. On en entend très souvent parler avec le maire. Beaucoup de propriétaires de chiens nous en parlent. Très sincèrement, l'enquête a été menée. Il y en a pas, il y en a plus. Ça fait très longtemps qu'il y en a plus. Il faut pas que vous ayez peur de ça. Voilà, vraiment sur l'allée aux chiens, Georges Brassens, comme le disait Fabien, sur l'entretien. Du fait du passage, l'entretien est assez difficile. On sait que le terrain est assez dégradé. Mais par contre, sur la question de la mort au rat, vraiment, là aujourd'hui, et même si ça a existé il y a très longtemps, aujourd'hui, on est au stade de la légende qui persiste, de ce risque majeur qu'il y aurait à ce qu'il y ait, mais il n'y a plus. Donc, soyez tranquilles. Oui, la première... Pour les rats sur Barque Platon, du coup ? Alors du coup, il y aura, déjà, ça rejoint un petit peu ce que je vous présentais sur la charte des espaces canins. Ce qui attire le rat, c'est la nourriture. Donc il faut absolument éviter d'avoir de la nourriture dans l'espace canin et de manière générale dans l'espace public et dans les jardins en particulier. Enfin là, de manière égoïste, parce que c'est le sujet qui me concerne, mais je pense que ce sera la même chose pour toi dans 10 minutes. Et sinon, du coup, on met en place des abris-bacs le plus résistants possible. Là, dans le square Barque Platon, ce qui est prévu, je suis passé un petit peu vite sur le plan, mais c'est la mise en place d'un abri-bac métallique pour éviter que les chiens ne puissent le dégrader en venant jouer dessus. Et par contre, ces abris-bacs permettent d'isoler les containers et donc de les rendre inaccessibles aux rats, et donc évite que les rats n'aient de la nourriture via les poubelles. Après, malheureusement, s'il y a des incivilités et des jets de nourriture dans l'espace canin, après on peut faire des traitements curatifs avec des pièges à rats qui normalement sont inaccessibles et aux chiens et aux enfants. Et voilà. Oui, la question était pourquoi vous appelez ça un canipark? Parce que partout c'est marqué espace canin. Donc est-ce que vous faites une différence entre un canipark et un espace canin? Même la charte c'est marqué espace canin. C'est une très bonne question. Je pense que le vrai terme est espace canin, que j'ai réduit en canipark, mais c'est la même chose. D'accord. Et quand on aménage un grand canipark comme celui qui est près de la montagne d'Aujas, là près de André Citroën,
on sait que ça a été un tollé général au dernier conseil de quartier. Ils avaient jusqu'à 18 chiens qui aboyaient, les gens ne pouvaient plus vivre à côté, ne pouvaient plus travailler. Pourquoi on ne ferait pas des petits, à ce moment-là, des petits espaces canins? Et je donne l'exemple du square Réjeanne qui se trouve dans le 20e, pas très loin du 12e, où ils ont fait de chaque côté des petits espaces canins. Plutôt que de faire des grands espaces canins, de faire des petits, parce qu'il y a beaucoup de chiens. On sait qu'il y en a eu énormément après le Covid. Donc, plutôt que de faire des grands, essayer de faire plus de petits à proximité dans les squares. Voilà. Mais surtout pas mélanger avec les enfants et avec les autres personnes, bien évidemment. Merci. Ça fait beaucoup de contraintes, tout ça. Du coup, alors... Pour le coup, pour aller souvent à Citroën en ce moment avec des travaux importants sur le Grand Canal, j'ai rarement vu une fréquentation aussi importante que celle décrite. Alors, à vrai dire, j'ai vu 2 chiens dans le Canipark en tout et pour tout, qui étaient assez calmes, enfin qui se baladaient. Donc, sans remettre en cause, il y a sûrement eu des problèmes certains soirs. Je pense que c'est pas forcément la taille du Canipark qui pose problème. Au contraire, si les chiens ont plus d'espace, ils vont avoir tendance, je pense, à être plus loin les uns des autres. Donc à mon avis, pour le coup, plus le Canipark est grand, moins il y a de chances d'avoir des nuisances. Après, par contre, les multiplier, c'est sûr que ça dispatche au maximum les chiens, et donc du coup, ça évite d'avoir une concentration trop importante au même endroit, ce qui engendre évidemment le plus de nuisances. Après, c'est compliqué, hein. Paris est extrêmement dense, on a une densité d'espaces verts relativement faible. Et encore dans le 15e, on est quand même très bien loti par rapport à d'autres arrondissements parisiens. Donc du coup, voilà, faut faire avec la multiplicité des usages à mettre dans des espaces trop petits par rapport à la population qui peuple Paris. Voilà, une dernière question et après on passera au sujet. Oui, on va vous passer un micro, madame. Pour rester sur, si, on en a parlé des arbres. Pour rester sur le problème des chiens, quid du ramassage des crottes dans le square Platon? Y a-t-il des distributeurs de sacs? Est-ce que les propriétaires de chiens jouent le jeu? Ça m'étonnerait, quand on les voit dans les rues, ils ne jouent pas le jeu, donc ils ne vont pas aller ramasser les crottes dans le square. Parce qu'il y a de plus en plus de très jeunes qui promènent leurs chiens quand ils rentrent de l'école. Ce sont des gamins entre 12 et 16 ans qui ne savent pas ce que c'est que de suivre des instructions. Ce sont les chiens qui promènent les gamins. Ils font leurs besoins où ils ont envie et rien n'est ramassé. La raison pour laquelle, dans beaucoup d'endroits, il y a des crottes de chiens plein les trottoirs. Je vais répondre, Fabien, si tu veux. Alors, je peux répondre ou... Là, ce sera la dernière, là-bas. Oui, je vais répondre à la question des déjections canines. Je me présente Khadija Taibi, chargée de communication à la direction de la propreté et de l'eau. Vous vous posez la question, ce que vous voulez dire DPE tout à l'heure, direction de la propreté et de l'eau. Oui, effectivement, comme vous le disiez très justement, madame, les propriétaires de chiens, globalement, pas particulièrement dans le 15e, mais dans tout Paris, ne ramassent pas ou très peu leurs déjections canines. Pas que dans les caniparks ou espaces canins, mais aussi beaucoup sur la voie publique, même si on leur dit au quotidien, vous avez décidé d'avoir un chien, vous en êtes propriétaire, vous le soignez, vous le nourrissez, et bien évidemment, vous ramassez la déjection canine. Je crois que pour la caméra, il faut parler au micro. Non, mais juste savoir pourquoi est-ce que vous dites que les propriétaires ne ramassent pas généralement. Vous avez une stat, vous avez des chiffres? On a de plus en plus de verbalisation. On peut comparer sur les précédentes années où les verbalisations de déjection canine ne désemplissent pas. C'est ce qui... Voilà. Ouais. Il y a plus de gens pour verbaliser, mais il y a aussi beaucoup plus de chiens. Et ça, c'est une vraie réalité. Voilà. Pour la déjection canine. S'il vous plaît, juste un mot sur l'arbre, parce que vous avez dit on va garder un arbre ou deux. Est-ce que vous allez garder tous les arbres du square Platon ou est-ce que vous allez en garder un ou deux? On va tous les garder. Génial. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont malades, donc auquel cas ils seront abattus. Mais non, ils sont tous conservés. Alors mais tout va plus ou moins l'être. Après, dans le réaménagement, on va garder ces petits bosquets qu'on gardera à des hauteurs
relativement réduite. Pardon, je montre avec ma main, mais si je mets pas la souris. Voilà, là il y a un bosquet ici et un bosquet ici qui vont être conservés. Donc là, pour le coup, ce sont des arbustes, hein, pas des arbres. Et sur toute cette partie-là, on va réaménager un massif arbustif qui sera où là, pour le coup, les arbustes se développeront un petit peu plus que sur la partie la plus proche de la rue. Comme je vous le disais, pour avoir de la visibilité pour la police municipale ou la police nationale quand ils circulent autour du square. Mais non, on n'abat aucun arbre. De manière générale, dans les projets particulièrement de jardin de la ville de Paris, on n'abat aucun arbre, sauf si il est en fin de vie et malade. Et là, du coup, ça sera entretenu, parce que là, en ce moment, c'est très sale, hein. Du coup, après, vous allez entretenir, qu'on puisse passer et que ce ne soit pas dans l'état où c'est actuellement. Le passage, là, quasiment inutilisable, il est plein de feuilles mortes, glissant. Enfin, vraiment, là, c'est l'horreur. Le cheminement, vous voulez dire ? Le cheminement. Oui, le cheminement sera entretenu. Alors, normalement, il l'est. D'accord. J'ai même envoyé un mot à la mairie hier de Centrale au Parc et Jardin avec des photos. D'accord. Il m'est pas encore parvenu ce mot, mais non, effectivement, le square est entretenu normalement tous les jours. Les feuilles, effectivement, sont conservées sur site, mais en aucun cas sur le cheminement, justement pour éviter d'avoir des chutes ou des choses comme ça. Au contraire, c'est plus dans les massifs pour enrichir le sol et voilà, favoriser le développement des arbustes. Et on va voir ça pour améliorer l'entretien. Merci beaucoup Fabien pour ton intervention. On va passer au troisième sujet. Pardon, excusez-moi, oui, il y a juste madame, et après on passe au sujet suivant. Bonjour, moi je suis famille d'accueil pour chien guide d'aveugles et donc j'apprécie d'avoir cet espace pour que le chien puisse se défouler. Problème de sécurité avec les dealers. Problème avec aussi les personnes qui viennent quotidiennement consommer de l'alcool, qui cassent les bouteilles de verre et donc des morceaux de verre absolument partout. Donc naturellement, un chien ne peut pas marcher sur des morceaux de verre. Les rats morts qui restent pendant des semaines sous les bosquets. J'ai vu des petits chiens, moi j'ai un gros chien, mais j'ai vu des petits chiens qui passent à travers les barreaux, parce que l'écartement est très large, donc les petits chiens, ils se taillent du parc. Donc dangereux pour des petits chiens. Et si j'ai une demande à faire, c'est de supprimer les bancs pour déloger les ivrognes et les dealers qui se servent de cet endroit pour leur trafic. Et on les dérange. Je suppose que vous savez que les gardiens, quand ils ne ferment plus qu'une porte, parce qu'il y avait un jeu avec les dealers qui fermait le parc aux gardiens. Donc nous, on est délogés une demi-heure avant la fin de la fermeture. Et par contre, les dealers restent. Et ils nous font bien comprendre qu'il ne faut pas que nous, on reste. Alors bon, mais même en pleine journée, on ne peut pas rester parce qu'on les dérange. Et ceux qui sont ivres, quand ils sont ivres, ils peuvent devenir agressifs, naturellement vis-à-vis des chiens, mais surtout vis-à-vis de nous, parce qu'on les dérange aussi. Donc vraiment, dans l'aménagement, supprimer les bancs pour qu'ils sortent de ce parc, parce qu'ils ne resteront pas par terre. Ok, donc en fait c'est une vraie question, mais alors il faut voir, parce que là ce qu'on disait du coup avec Monsieur Berroir, c'est après voilà, vous êtes les usagers de ce canipark. Est-ce que vous pensez que tous les usagers sont d'accord ? C'est-à-dire que, est-ce que vous, en tant qu'usager, quand vous y allez, oui, vraiment, oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous asseoir à un moment. On y va pour jouer avec notre chien. Sans doute, on pourrait apprécier de s'asseoir, mais on ne peut pas apprécier de s'asseoir si on a 5 mecs qui dealent à côté et qui nous font les yeux noirs, plus 2 ou 3 qui sont complètement bourrés et qui nous lancent des bouteilles de verre. Écoutez, voilà, sur la suite de l'expérimentation, dans ces cas-là, on va essayer sans banc. Ah oui, et les bosquets sont des poubelles. Oui, ça, voilà. On va, mais ça, on va voir ça. Voilà. Mais vraiment, en termes de sécurité, pour nous et pour les animaux, c'est pas possible de les laisser traîner tout le temps. Et tant qu'il y aura des bancs, ils seront là parce que ils ont leurs horaires, ils sont là toute la journée. On va passer à l'autre, sinon on va pas avoir le temps. Désolé. Merci beaucoup, madame. C'est noté en tout cas.
Merci beaucoup. On passe au troisième sujet, la gestion des déchets à Paris, y compris alimentaires. Et là, je donne la parole à Khadija Taïbi. J'arrive, hein, j'arrive. Ouais, c'est ça. T'as vu ça? T'as vu? Avec la flèche. Ou alors je mets. Très bien, je prends ta place si t'es là. C'est plus simple. Hop là. Bon, rebonsoir à tous. Donc je me représente, Madame Khadija Taïbi, chargée de communication à la direction de la propreté et de l'eau. Et je suis venue ici ce soir à la demande du conseil de quartier Alrep Procession. C'est ça? Oui. Pour vous parler essentiellement de la collecte et des déchets alimentaires et surtout de l'obligation qui existe depuis le 1er janvier 2024. Sachant qu'on a énormément de Parisiens et du 15e notamment qui nous contactent un peu angoissés sur quelle est cette obligation, est-ce qu'on va être verbalisé ou pas. Voilà, je vais assez vite vous rassurer. Donc, on va discuter de ce qu'on entend par biodéchets, de ce que ça devient, ces déchets alimentaires, comment à la ville de Paris ça s'organise, et puis une proposition sur votre quartier que je vais vous faire, mais vous êtes tout aussi capable aussi de nous faire d'autres propositions si jamais la proposition que je vous fais ne vous convient pas. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'échanges et c'est l'objet même des conseils de quartier d'avoir aussi vos avis. Et on terminera par les différentes solutions de compostage qui existent proposées par la ville de Paris en partenariat tout le temps avec la mairie du 15e. Biodéchets, c'est quoi? Je vais aller assez rapidement sur cette définition. Hein. C'est tous les déchets non dangereux alimentaires de la cuisine et biodégradables de jardin ou de parc. Ce qu'on entend aussi très concrètement, ce qu'on va mettre dans ces poubelles de déchets alimentaires, ce sera essentiellement des restes de repas, des fruits, des légumes, pas que des épluchures, mais aussi le fruit abîmé, très pourri, etc. La viande, l'os de la viande, le poisson, les arêtes de poisson, les coquilles d'huîtres, de moules, oui, d'huîtres, tout à fait, vous avez bien entendu, d'huîtres. Voilà, ce qu'on y met. Ce qu'on n'y met pas, c'est tout ce qui ne se mange pas. Donc les emballages, on a beaucoup de questions, on parlait tout à l'heure des chiens, mais on a beaucoup de questions sur les litières d'animaux, de chats. Non, ça on ne prend pas, les couches, les emballages, tout ça, non. Je passe délibérément très vite sur tout ce qui est réglementation, parce que c'est juste... voilà. Donc c'est issu de deux lois, loi de Grenelle de 2009 et 2000. Je suis désolée, j'ai oublié mes lunettes, je ne vois absolument pas ce que je suis en train de vous lire. 10. Et puis la loi relative de. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à votre avis, que deviennent ces déchets? On peut faire un petit quiz quand même. Quelqu'un sait ce que ça devient ces déchets? On mettra dans une poubelle bien spécifique? Non? Non, monsieur. Prochaine réponse. Une petite partie, 2-3% compostage. Mais à hauteur de 96-97%, non. On les brûle, oui. On se rapproche. Oui, c'est plutôt ça, voilà. J'aurais pas dû faire ça parce qu'ils n'ont pas de micro, ça, on va pas entendre. C'est ça, mince, j'ai oublié ce petit détail. Alors effectivement, il y a une toute petite partie, monsieur, où ça va devenir 2-3% du compostage, mais la très grande majorité de ce qu'on va récupérer en brûlant notamment, monsieur, ces déchets alimentaires, ça va partir dans un centre de méthanisation et ensuite ça va être transformé en biogaz. Donc réinjecté ensuite dans les véhicules, notamment de la ville de Paris. Tous les déchets alimentaires qui sont collectés à Paris
et évidemment dans le 15e, sont collectés par une société du nord-est parisien, dans une ville qui s'appelle Stein, à côté du Stade de France, et c'est un centre de méthanisation. Voilà, donc il y a une partie bonne réponse sur une partie du compostage. Donc c'est la slide que vous voyez derrière. C'est surtout le retour à la terre. On a cet exemple là d'intérêt environnemental où on part d'un trognon de pomme qui va dans la petite poubelle à un kit. Alors le petit kit que vous voyez ici à droite, je peux faire comme ça, nickel. Voilà, ce petit kit, il est à votre disposition dans nos locaux. Ce kit est composé de quoi? De 2 rouleaux de sacs compostables et puis de la documentation pour vous repréciser un peu plus clairement peut-être ou par écrit tout ce que je vous ai dit sur ce qu'on y met ou ce qu'on n'y met pas. Donc ces kits sont disponibles dans nos locaux de la direction de la propreté de l'eau du 15e arrondissement qui sont situés, j'attends les stylos, 52 rue Dombasle, à côté du métro Convention. Où on va vous offrir 2 rouleaux de sacs compostables. Pourquoi? Parce que ça va être la petite contrainte de ce système de déchets alimentaires. On ne mettra ces déchets alimentaires que dans soit des sacs compostables, soit des sacs en papier craft. Mais sachez que où on met ces bornes. Bonne soirée, mesdames. Sachez que vous êtes dans un quartier où vous avez le plus de propositions de collecte de déchets alimentaires. Pourquoi? Parce que alors on en a beaucoup entendu tout à l'heure, cette rue, la Saint-Amand, 15 rue Saint-Amand et 69 rue d'Albret, donc juste un petit peu en bas à gauche, en sortant de l'école, sur le trottoir d'en face, vous avez, alors je vais vous montrer la photo, je passe un petit peu, ce type de mobilier urbain, qu'on appelle, nous, dans notre jargon propreté de Paris, un trilib. Donc 2 blocs, vous voyez le bloc jaune, qui sont destinés à ce qu'on met habituellement dans la poubelle jaune, dans le local poubelle en bas de chez vous. Un bloc blanc pour le vert, VE2RE, et le dernier, qui est sur à la droite, initialement, il était prévu, alors je suis sur la photo du haut, et le dernier à droite, il était initialement prévu pour une sorte de zone de stockage de matériel pour nos collègues éboueurs, du sable, du sel, des pelles, des sacs poubelles, des choses comme ça. Bon, c'est pas utilisé au maximum, et du coup l'idée a été prise de se dire on va transformer ce 4e petit bloc en bloc de déchets alimentaires. Donc c'est la photo d'en bas, ici, là, comme ça. Et ça, vous en avez 2, donc rue d'Albret, rue Saint-Amand. Et en plus, vous avez une 3e proposition où vous pouvez déposer, en tout cas aujourd'hui, des déchets alimentaires. C'est sur cette fameuse place où tout à l'heure vous disiez vous la voulez un peu plus végétaliser, la place Falguière, juste en face de du centre dentaire. Vous avez où il y a une station Vélib. Et là, vous avez deux bornes de déchets alimentaires qui sont à votre disposition. Pourquoi ces bornes? Là, elles sont toutes seules. C'est pas avec les 4 blocs que vous avez ici, là. C'est qu'au départ, on a proposé cette solution aux abords des marchés. Comme vous avez un marché qui avant était place Candisti, qui a été déplacé entre la place Falguière et c'est la rue Falguière, c'est ça. Donc on a mis ces 2 bornes-là qui sont là tout le temps maintenant à votre disposition 7 jours sur 7. Donc dedans, on y met toute la liste de déchets alimentaires que je vous ai cité tout à l'heure, ou dans un sac compostable, ou dans un sac papier craft. Et si vraiment vous n'avez pas vous n'avez plus de sac compostable qu'on aurait pu vous offrir, inutile d'en acheter, très sincèrement. Moi, je ne suis pas du tout dans la consommation à tout va. Vous mettez vos déchets alimentaires dans un sac normal. Par contre, vous transvasez vos déchets alimentaires quand vous arrivez devant la borne. Faut pas, par contre, le sac plastique, vous ne le mettez pas. Ça, c'est vraiment la solution ultime si vous n'avez plus de sac compostable ou si vous n'avez pas de papier craft. Là, c'est un petit peu la cartographie que je vous mets sur les trilibs, mais ça, c'est pas... Voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on va vous mettre. Alors, dans quel délai on va mettre cette 4e borne de déchets alimentaires sur votre quartier à compter du mois de juillet 2024. L'idée, c'est qu'il y a eu une conférence de presse qui a été donnée par l'élu à la propreté Antoine Guillou, qui a dit, au terme de l'année 2024, il faudrait que cette proposition aux Parisiens soit possible à moins de 3 minutes de chaque habitation. Je ne vous cache pas que dans le 15e arrondissement, on en est encore loin, même très loin, même si, encore une fois, vous êtes le quartier où il y a le plus de propositions, en tout cas aujourd'hui. Mais il faut qu'il y en ait un peu plus, parce que pour que ça fonctionne, il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous.
Il faut pas que faut que ça soit, je sais pas, sur le chemin de l'école, sur le chemin du métro, sur le chemin de la gare, pas loin de la gare Montparnasse. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. On a une proposition à vous faire aujourd'hui qui est d'en installer une. Alors c'est plutôt par là-bas, la rue Alphonse Bertillon. Enfin, non, par là comme ça. Au niveau du 12, Alphonse Bertillon. Alors je sais qu'il y a des marches exploratoires qu'on entendait tout à l'heure de la part de Louise Agathe Charpentier. Ça peut être aussi une possibilité de faire une marche exploratoire avec nos services. Moi, je veux bien venir à cette marche-là pour essayer de voir quels sont les endroits les plus appropriés pour installer ce type de mobilier. Sachant qu'il y a des petites contraintes, bien évidemment, pas devant les commerces, pas en pente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et pas... Oui, exactement, dans les carrefours. Donc ça, si vous en voulez un petit peu plus, moi je suis tout à fait d'accord de faire une petite marche exploratoire avec vous et d'essayer de déterminer. Alors je ne suis pas une experte sur ce sujet-là, mais je peux tout de suite vous dire si c'est jouable, faisable ou pas. Ça c'est et plus on prend une décision rapide, et plus vous serez dans les premiers où on pourra installer des tri libres dans votre quartier. Donc je rappelle, hein, si vous voulez ce kit composé d'un petit bac, un petit bioseau avec des sacs, ou 52 rue Dombasle. Pour terminer, je vais vous parler des solutions de compostage. Monsieur, vous en parliez tout à l'heure. Sachez que la ville de Paris propose 3 possibilités de compostage. Compostage de quartier, il y en a pas dans le 15e. Alors, il y a les jardins partagés, mais il n'y a pas de compostage vraiment tenu par une association. Donc il y a des conditions. Le compostage de quartier, le compostage individuel. Ça, c'est vraiment un travail main dans la main, en réel partenariat avec les mairies du 15e. Vous avez la possibilité, 2 fois par an, de venir et de vous inscrire gratuitement, bien évidemment, sur le site de la mairie du 15e. Si vous tapez compostage mairie du 15e, 75015, vous allez trouver un lien pour vous inscrire. Vous avez la possibilité de récupérer ce qu'on appelle un lombricompost individuel. Pourquoi lombricompost individuel? Parce que... Attendez, je reviens, je vais être un petit peu trop vite. Parce que la photo que vous avez derrière moi, c'est ce qu'on appelle les composteurs de quartier. Dans le 15e arrondissement, vous en avez à peu près, de mémoire, 88 ou 89 sites, où, alors quand j'entends par site, les écoles et les immeubles. Il y a beaucoup d'écoles, mais il y a aussi beaucoup d'immeubles qui nous ont demandé l'installation de composteurs collectifs. Il y a des conditions. Il faut déjà, de prime abord, avoir l'accord du bailleur social ou du syndic, bien évidemment. Et ensuite, il faut quand même qu'il y ait des locataires ou des copropriétaires qui soient quand même partants sur cette nouvelle aventure. Donc ça existe, mais parfois, le gardien, alors que le gardien, il n'a rien à y faire, mais le gardien il met un veto. Parfois, le syndic ne veut pas, le bailleur ne veut pas. Mais pourtant, on a des Parisiens qui veulent absolument faire du compostage. C'est pour ça que depuis quelques années, en plus de ce compostage collectif, vous avez la possibilité de demander auprès de nos services et en partenariat toujours avec la mairie du 15e arrondissement, un lombricompost individuel qui n'est pas très très grand. C'est, en taille, ça dépasse pas tellement la chaise, enfin c'est même au milieu de la chaise, c'est sur roulette. Comment ça se passe? Vous allez venir il y a 4 soirées de proposées. Donc les prochaines, c'est le 23 mars, très bientôt, tout ça là. Et le 7 avril, parce que c'est la quinzaine du compostage au niveau national. Vous allez venir, ça va durer à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, grand maximum. Vous allez avoir en face de vous un maître composteur qui va vous expliquer vraiment la démarche, comment ça fonctionne. À l'issue de cette formation, vous allez repartir déjà le soir même avec votre lombricompost, qui n'est pas très lourd, qui est un tout petit peu encombrant, mais qui est vraiment pas très lourd. Et suite à cette formation, vous allez recevoir un mail où, quand vous le déciderez, vous pourrez envoyer un mail au lien qu'on va vous envoyer, pour recevoir par la poste les lombrics. Sachez que dès que vous commencez à vouloir commencer, c'est à ce moment-là qu'il faut les commander, mais dès que vous les recevez, là, il faut commencer l'aventure. Il ne faut pas attendre très longtemps. D'accord ? Mais il y a plein d'astuces qui vous sont redonnées par le maître composteur. Et je serai aussi présente ces 2 soirées-là, si jamais ça vous intéresse. C'est plutôt chouette. Sachez que le 15e arrondissement est l'arrondissement où on a donné le plus de lombricompost. Surtout Paris, on en a quasiment à 1250 lombricompost donnés par la ville de Paris avec la mairie du 15e depuis 4-5 ans maintenant. Donc ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà, j'ai fait un petit peu vite pour être dans les temps et répondre à toutes vos questions.
Je me permets une question. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans un quartier qui est composé principalement de grandes résidences. Donc là, typiquement, le bac que vous prévoyez de mettre rue Saint-Amand, il va être devant l'équivalent de 850 lots d'appartements. Et je vois mal comment la taille de ce bac puisse suffire pour les 850 lots. Et ma deuxième remarque, c'est de dire que habituellement dans ces résidences, les poubelles sont en pied de résidence, dans les sous-sols. Et ma question, c'est est-ce qu'il est prévu une collecte spécifique d'ordures ménagères dans un bac séparé, sachant qu'on a déjà aujourd'hui beaucoup de mal à écouler le stock d'ordures qu'on a. Donc je vois mal en fait les habitants sortir avec leurs poubelles alors qu'ils le font déjà assez mal dans la résidence. Je réponds tout de suite, comme ça. Oui. Alors, sur la taille, effectivement, s'il y a une grande résidence, pourquoi pas en installer un deuxième? Plus on en installe, et mieux c'est. Sur la question de la collecte, plutôt ce qu'on appelle en porte-à-porte, c'est-à-dire que pourquoi ne pas installer ces poubelles de déchets alimentaires dans les locaux les locaux à poubelles de vos immeubles? Tout simplement parce que depuis à peu près 4 ans, une expérience a été faite sur 3 arrondissements parisiens, alors avec des typologies de populations complètement différentes, le 2e, le 12e et le 19e arrondissement. Ça a commencé un petit peu avant la période Covid, mais il s'avère que le bilan est pas très très bon, dans le sens de l'empreinte carbone, j'allais dire, dans le sens où on fait venir des bennes pour parfois, dans certains immeubles, quelques grammes ou quelques kilogrammes grand maximum de déchets alimentaires. Donc ça, c'est un bilan qui est quand même long, parce que l'expérimentation a duré plus de 4 ans. Et donc, au départ de cette expérimentation, l'idée était vraiment, ce que vous souhaitez, hein, d'avoir cette proposition dans tous les immeubles. Et finalement, ça ne fonctionne pas très très bien. Donc, ces 3 arrondissements-là vont, dans le courant de ce premier semestre 2024, se voir retirer ces poubelles de leurs immeubles, à tel point que ça ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, l'arrondissement qui fonctionnait le mieux sur les 3, c'était le 19e arrondissement. Et la Covid a tout cassé, le rythme de tout ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour du tout. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir cette proposition de collecte. Tout à l'heure, je parlais de l'obligation nationale qui court à partir du 1er janvier 2024. L'obligation ne vous incombe pas à vous en tant que Parisien, en tant que riverain. L'obligation incombe à la collectivité. La collectivité doit vous faire des propositions de possibilités de collecte de ces déchets alimentaires. Donc plus on aura des points, mieux ce sera. Les tri libres, ce que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, on ne va pas pouvoir en mettre partout, parce que déjà, ça prend beaucoup de place. Nous, derrière, quand je dis nous, c'est la ville de Paris, mais nous, mettre ce qu'on appelle, ça s'appelle en fait des abri-bacs, ce que vous avez sur la place Falguière, un petit peu comme tout à l'heure ce que disait Fabien Verroir, des abri-bacs. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y en ait un peu partout pour répondre à la sollicitation de M. Guillou d'en avoir au moins à 3 minutes à moins de chaque habitation. Mais pour en avoir... c'est vraiment l'idéal dans ce cas-là. Bon, on en est encore très très loin aujourd'hui. Le problème, c'est la collecte derrière. Il faut organiser la collecte derrière. C'est bien beau d'en mettre, mais il faut les collecter. Par exemple, je termine, les abri-bacs qui sont sur tous les marchés, aux abords de tous les marchés parisiens, et notamment, comme on est sur votre quartier, je ne parlais que de celui de Falguière, les 2 abri-bacs sont vidés tous les jours, sauf le lundi de mémoire. Et n'hésitez surtout pas. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué tout à l'heure l'application Dans ma rue, je crois, tout à l'heure là-bas. N'hésitez pas, en termes de propreté, en termes de malpropreté, si vous avez quelque chose qui vous gêne, un tag, un graffiti, l'abri-bac là, qui est tagué, qui est sale, vous avez parfois des gens, quand ils vont venir déposer des déchets alimentaires, ça va tomber. C'est arrivé juste avant-hier, où les déchets alimentaires se sont retrouvés par terre. Les gens passent, prennent une photo avec l'application, et on est quand même... la direction de la propreté et de l'eau, on est quand même assez réactif sur ces signalements de l'application Dans ma rue, même si on en a énormément, on est un petit peu victime de notre succès, mais n'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont à votre disposition, et plus vous nous préviendrez rapidement, et plus on pourra interagir. Tout comme, je sais que du côté, alors je ne sais pas si c'est vraiment ce quartier-là, mais du côté de la rue Falguière, où il y a tout à l'heure, rue 48, rue Bargue, on a de gros soucis de dépôts sauvages, mais vraiment tous les jours. On sait que c'est un point noir. N'hésitez pas. Nos équipes passent, mais même si ce n'est pas vous qui l'avez déposé, faites un signalement. Faites un signalement. C'est ce qu'on dit tout le temps, même aux gardiens d'immeubles, notamment aux gardiens de Paris Habitat, de la RIVP, de la SIAMP.
Si vous ne prévenez pas nos services, le matin, le chauffeur qui va commencer sa prise de fonction à 5h30, lui, il va avoir une liste de rendez-vous qui auront été pris la veille. Oui, tout à fait. Oui, on travaille beaucoup. 48 Barques, c'est Paris Habitat de mémoire. Oui, c'est ça, on travaille beaucoup avec eux. Mais si on ne nous prévient pas, l'éboueur qui va devoir faire la tournée, peut-être dans votre quartier, si il n'a pas noté 48 Bargues, je ne sais pas moi, une armoire, il ne passera pas forcément. Plus tôt vous nous prévenez, et plus tôt on réagit. Et si vous laissez le dépôt comme ça, en vous disant, bon, il y a bien quelqu'un qui va nous alerter, etc., le dépôt appelle le dépôt. Très rapidement, on se retrouve avec des rues qui sont dans un état lamentable. Sans vous dire trop de bêtises, les derniers chiffres que j'ai en tête, moi, qui datent de quelques temps quand même, de quelques années, mais je pense c'est toujours un peu d'actualité, au quotidien, dans le 15e arrondissement, vous avez les éboueurs, vous avez sur le trottoir à peu près 20 tonnes d'encombrants. Je dévie un petit peu des déchets alimentaires, mais c'est important. Vous avez à peu près 20 tonnes d'encombrants qui sont sur les trottoirs du 15e arrondissement. Sur ces 20 tonnes, vous en avez à peu près presque la moitié qui correspondent à des prises de rendez-vous. Donc là, tout va bien. Mais vous pouvez constater comme moi que quasiment la moitié aussi, c'est entre 8, 9, 10 tonnes, sont des dépôts sauvages. Des sacs de gravats, tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui me pose vraiment beaucoup de soucis aujourd'hui, bien plus que les déjections canines, même si je ne veux pas remettre... je ne vais pas en reparler. Je me permets juste une autre question. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les déchets aillent sur de la méthanisation. De mémoire, sur les poubelles existantes aujourd'hui, les poubelles noires, elles allaient dans des centres de brûlage pour notamment fournir l'énergie nécessaire au chauffage urbain de la CPCU. Est-ce que le fait d'orienter... Est-ce que déjà, il y a une réorientation des flux? Et est-ce que ça veut dire qu'à moyen terme, la CPCU aura moins de déchets à brûler pour fournir sa chaleur? Alors, il y en aura certainement moins, parce que nous, le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de déchets dans ce qu'on appelle la poubelle noire, la poubelle d'ordures ménagères. Mais c'est vraiment deux poubelles très distinctes. Tout ce qu'on retrouve, tout ce qu'on récupère aujourd'hui dans la poubelle d'ordures ménagères qui est collectée tous les jours, va toujours dans des centres d'incinération. Ça continue. Ça continue. Les déchets alimentaires, c'est vraiment méthanisation, et pour le biogaz, c'est vraiment bien séparé. Oui. Bonsoir, juste à quelques mots sur les containers de la place Falguière. Moi, je les utilise depuis un petit moment là maintenant, et effectivement, je suis pas très surpris d'apprendre qu'ils sont ramassés tous les jours ou presque, parce qu'il y a toujours des choses dedans, mais ils sont non plus jamais pleins, donc ça marche plutôt bien. Donc déjà, ça fonctionne bien. Sur l'adresse qui était proposée, rue Bertillon. C'est pas la rue la plus passante du monde, et il y a en plus des travaux qui font qu'on n'a vraiment pas envie d'y passer là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un immeuble de 29 étages d'habitation, donc je pense qu'ils en bénéficieront assez vite. Et puis ça vaut peut-être le coup effectivement qu'on identifie d'autres lieux qui, au même titre que des bacs, pourraient peut-être abriter des tri libres supplémentaires pour essayer d'avoir un bon maillage dans tout le quartier. Tout à fait, hein, c'était vraiment une proposition, et au contraire, on est ouvert à toutes vos suggestions lors de cette marche exploratoire. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. On va passer les micros, juste. Bonsoir. Je voulais dire que, voilà, donc M. Frassin a dit qu'en effet, un immeuble où il y a 800 lots, un bac, ça rien du tout. Donc, je viens utiliser celle de la place Folguière. Mais vraiment, je vais dire, j'habitais dans les 19e et ça marchait très bien dans mon immeuble. Je ne vois pas pourquoi sortir ces lieux, cette façon dans les 4 quartiers parisiens. Il faut former les gens, puisque qui descend ces déchets alimentaires dans ces lieux? Rien du tout. Donc, s'il y a, il manque de la formation de ces gens, parce qu'on est de déchets, il y en a de masse. Hein. Je confirme tout à fait vos propos. C'est vraiment le 19e arrondissement qui a vraiment bien marché. En termes de formation et d'information, ça a été fait, mais ça n'a pas... Alors, le souci du 2e arrondissement, c'est beaucoup d'appartements en Airbnb qui a fait que ça ne fonctionnait pas très très bien. Le 12e, je n'ai pas vraiment d'explication pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais la formation a été donnée, redonnée sur les sites. Mes collègues, moi, je ne suis pas dans ces arrondissements-là, mais nous, dès qu'on a une information à passer, pour nous, enfin en tout cas pour moi, le meilleur canal pour moi qui existe, c'est la mairie du 15e arrondissement, via ses newsletters, via son journal, et régulièrement, sans le citer, vous avez le directeur du cabinet, M. Ragu,
je l'ai cité moi, Monsieur Ragu, qui répond tout le temps à nos campagnes de communication. Et c'est là où ça fonctionne bien. On travaille aussi beaucoup. Moi, je crois vraiment à la jeunesse, aux enfants. Et j'interviens énormément dans les écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées et au-delà. On est sollicité, mais tout le temps sur cette thématique. Et le message passe vraiment par des enfants. Je vais vous raconter une petite anecdote où je suis régulièrement sollicitée par les conseils de quartier, notamment au moment de leur fête de fin d'année, juin, juillet, septembre parfois. Et l'année dernière, je crois de mémoire, c'était, je sais plus, la fête Brassens. Oui, c'était ça, la fête Brassens. Je tenais un stand sur le tri, les déchets alimentaires, la réduction des déchets. Et là, je vois des enfants qui me reconnaissent. Bon, donc moi, je vois tellement d'enfants que je ne sais plus qui est qui. Et là, je vois une famille avec 2 enfants et les enfants qui tirent leurs parents vers moi. Parce que les parents sont passés devant moi, se sont pas arrêtés, il n'y a pas de souci. Et donc, les enfants amènent les parents vers moi. Et donc, le papa me demande mais comment je connais son fils. Je lui explique qu'on s'est vu dans la classe, etc. Et là, il me dit donc, c'est à cause de vous que je trie. À cause de vous que je trie. C'était juste l'anecdote. Donc on passe vraiment par les enfants et ça fonctionne très très bien. Je voudrais vous demander quelle est l'implication des commerçants dans le 15e arrondissement sur ce sujet. Merci. Alors sur le sujet de la collecte des déchets alimentaires, la ville de Paris ne collecte que les établissements publics. D'accord ? Donc les crèches, toutes les écoles, les crèches, les EHPAD, les restaurants solidaires, type Émeraude, je ne sais pas si c'est le bon terme, et puis les restaurants de la ville de Paris. Pour tout ce qui est commerçant, donc privé, c'est à eux de trouver la solution de se faire collecter. C'est à eux de... Nous, on n'a pas d'adresse, mais c'est complètement privé, c'est bien distinct. Oui, mais l'obligation d'utiliser effectivement c'est les déchets alimentaires, puisqu'ils en ont, surtout dans les restaurants. Oui. On ne sera pas... Voilà, et bien qu'ils soient privés. Alors, est-ce qu'ils ont une obligation? Est-ce qu'il y a avec eux une convention, une charge? J'en sais rien. Non, pas avec la ville de Paris en tout cas. Vous savez, c'est un petit peu, je fais un parallèle avec la collecte du verre. Les commerçants, ils doivent avoir des poubelles pour le verre, et s'ils ont une colonne à verre pas très loin, ils vont mettre leurs bouteilles dedans. C'est toujours récupéré. Donc, s'ils utilisent le tri mobile et notamment le bac de déchets alimentaires, ça va aussi. Hein. Mais ça ne sera pas collecté officiellement par la ville de Paris, ça c'est sûr. Oui, le micro. Non, dans le public. Oui. Rebonsoir. J'ai été certainement une des premières utilisations quand ils ont distribué les petits paniers avec les sacs recyclables. Alors ça, c'est parfait l'hiver, parce qu'il ne fait pas très chaud dans les appartements, surtout ceux de Paris Habitat, quand on a 17 degrés, c'est le bout du monde. Mais en été, c'est insupportable. C'est juste une anecdote en passant. Hein. Oui. En été, l'été dernier, moi j'ai plusieurs voisines qui ont dit non, on peut pas garder ça dans nos cuisines, on est envahi de moucherons. Faites des pauses. Faites des pauses l'été. Mais c'est vrai que... C'est dommage parce que on est plus davantage de légumes l'été qu'en plein hiver. C'est un petit peu dommage. Oui. En plus, si vous avez fait partie des premières, il y a eu quand même de l'amélioration parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, on ne proposait cette solution que les jours de marché. Oui. Alors que là, c'est quand même 7 jours sur 7. Je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, même la cuisson du poisson, des choses comme ça qui causent des odeurs. Et en deuxième suggestion, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'aménagement de la place Kandinsky, compte tenu des immeubles qui sont tout autour, ça serait peut-être utile d'avoir ce genre de bac pour récupérer, parce que Paris Habitat ne veut pas en entendre parler. Alors, ça fait déjà 10 ans que je leur demandais des composteurs, ils ont dit non une fois pour toutes. Alors regardez, il faut vraiment, on va y aller, mais je la visualise bien, la place Kandinsky où il y avait le marché avant, il faut vraiment que ces bacs soient sur le caniveau, j'allais dire. Parce que le camion, quand il va arriver, il va prendre, vous savez, comme les colonnes à verre. On ne peut pas la mettre, par exemple, au milieu de la place Kandinsky. Oui, non, mais parce ce que sera je crois très simple. Il y a oui. des stationnements en épi tout le long. Donc, oui, bien sûr. La place ne manque pas. Exactement. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière sur le quartier Brancion. On va certainement prendre des stationnements en épi pour mettre... oui, tout à fait. Oui, je vais répondre à M. Frassan. Côté le Trilib, qui est rue Saint-Amand. En face, il y a le Parnassium, 520 lots. Et le Parnassium a un composteur collectif. D'ailleurs, je vous relance parce que ce composteur, il y a 5 ans qu'on l'a.
Apparemment, ça donne ici de fatigue. Oui. Et on vous a relancé, ça fait plusieurs mois qu'on attend le nouveau composteur. Et puis la deuxième remarque, c'est que c'est très bien de séparer les déchets alimentaires parce qu'ils brûlent très mal. Ils sont très humides. Et donc, les séparer, c'est très bien. Et ça ne va pas changer du tout la production d'énergie. Au contraire, puisque vous brûlez des pièces humides, ben, ça consomme de l'énergie. Hein. Alors, je vous relance sur le composteur collectif, je vais vous donner mon téléphone et comme ça vous l'aurez. En principe, en principe, même sûr, on le change si vraiment on voit que c'est abîmé, parce que surtout que si ça devient abîmé avec des trous, etc. Là, tout à l'heure, on parlait des rats, ça peut. Oui, on a mis des grillages, mais pas quand même. Oui, hein. oui, non. Voilà. Voilà, merci. Je vous en prie. Alors, je laisse Louise Agathe. Elle est, pour l'instant, on vient de l'évoquer ce soir, donc je vous avoue qu'elle n'est pas fixée. Voilà, c'est aussi le but de ces réunions, c'est de pouvoir faire émerger des idées et des projets. Donc là, c'est un joli projet. On n'a pas de date pour le moment. On va essayer naturellement de le faire rapidement parce que là, je pense qu'en plus, effectivement, c'est le bon moment pour le faire. Mais je peux pas vous donner de date, on n'en a pas. Oui, et là, c'est juste. Oui, une information que l'on peut peut-être donner, où l'on trouve les rouleaux une fois qu'ils ont été utilisés. Parce que le papier craft, en fait, on ne le voit pas vraiment. On n'est pas aux États-Unis, donc on n'a pas vraiment de papier craft quand on nous donne les... Oui, chez les primeurs, mais il n'y a pas de souci. Je vais me lever parce que je ne vous vois pas. En fait. C'est pas vraiment du craft chez les primeurs, c'est du petit papier tout fin, en fait. Donc, comment on fait après pour avoir les rouleaux? Où on les trouve, vos rouleaux? Alors... Merci. On en offre 2 rouleaux par personne au 52 rue Dombasle, dans nos locaux. C'est près du métro, pas très loin du métro Convention, 52 rue Dombasle. Voilà. Sinon, il y a 3 magasins, je sais qu'il y a 3 magasins type Monoprix, Emma et Castorama qui en vendent aussi. Mais c'est pas franchement donné. Il faut le micro, ouais. J'ai eu aussi un petit peu de mal pour en trouver dans le quartier. Finalement, j'en ai trouvé au Carrefour, qui est en face de la boulangerie Laurette, place Charles Vallin. Très bien. Une idée du prix, juste pour savoir, monsieur? Aucune. Non. D'accord. Oui. Oui, bonsoir. Les biodéchets sont composés de 2 familles, des déchets alimentaires, mais aussi des déchets végétaux, les déchets verts. Quelle est la solution aujourd'hui pour se débarrasser des déchets verts? Les déchets alimentaires, donc ces propositions-là. Et aujourd'hui, malheureusement, sur les déchets verts, il n'y a qu'une seule déchetterie qui les accepte à Paris, Romainville. Voilà, là c'est un peu, je suis vraiment dommage que vous n'ayez pas posé la question à M. Fabien Virouard qui était là tout à l'heure pour voir s'il n'y avait pas un lien possible avec les espaces verts de récupération. Justement, enfin, ça dépend de qui? De la DPE ou de la DEV? Les déchets verts. De la DEV. Espace vert, direction des espaces verts. Je ne peux pas mieux dire. Hein. D'accord. Donc c'est monsieur Fabien Virouard. Virouard qu'il faut solliciter? Oui. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut revenir sur un sujet précédent, si on a un peu de temps. 10 minutes. Madame? Puisque vous le permettez, je vais revenir quelques instants sur le problème des chiens. Qu'en est-il de... Est-ce qu'il existe une... Je ne dis pas une surveillance, il ne s'agit pas de fliquer tout le monde, mais ces chiens qui naissent dans les sous-sols, dans les cuisines des immeubles, j'en veux pour preuve au mois de mai, il est sorti des dizaines et des dizaines de jeunes chiots avec des gamins de 12 ans qui sont là pour, paraît-il, les dresser, leur donner une bonne éducation. Tout ça, ça se fait sans aucune surveillance d'aucun service. Du coup, Madame Lamantac, vous voulez parler d'élevage sauvage, en fait, d'élevage qui ne sont pas déclarés? Illégaux, totalement illégaux. Les bêtes naissent parce qu'il y a de bestiaux qui se sont rencontrés et ont fait une portée. Bien souvent, il y a 4 ou 5 chiots, quand c'est pas plus. Et on les voit sortir tous les ans au printemps. Et le printemps dernier, ça a été très florissant. Est-ce que vous avez essayé de passer par le canal Écoute 15 pour en parler au niveau du commissariat auprès d'Écoute 15, de faire un mail et leur demander leur avis? Nous avons fait remonter à Écoute 15 tous ces problèmes de naissance de chiots qui naissent dans les caves des immeubles. Est-ce que vous avez eu une réponse sur le sujet?
moi, je ne demandais pas une réponse particulière, mais c'était pour attirer l'attention des autorités, parce que c'est totalement illégal de faire venir des chiots comme ça sans que ce soit répertorié. Un chien, ça doit avoir un suivi médical. Les personnes qui sont propriétaires de chiens doivent avoir un apprentissage, éventuellement même être munis de documents, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas une licence, mais c'est quelque chose qui... Parce qu'ils doivent savoir éduquer leurs bêtes. Je repasse à Mme Sicot. Je peux répondre à la question. Les services dédiés ont été... Alors, Écoute 15, les services ont été informés. Ils ont fait remonter aux services dédiés et le représentant de Paris Habitat a été convoqué et est au courant. D'accord. C'en est là. Ça a été traité. Ouais. Enfin, c'est saisi en tout cas. Okay. Merci. Et puis surtout s'ils ne sont pas bien traités. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur le sujet végétalisation. Alors, je suis désolé, j'étais pas là au début de la réunion, je suis arrivé très en retard. Je suis président de l'association qui s'appelle Respiration Paris 15, dont une des activités principales est la défense des réservoirs de Grenelle. Et les réservoirs de Grenelle, aujourd'hui, sont à l'abandon depuis plus de 5 ans, depuis 2018. Ils sont vides, c'est un îlot de chaleur, hein, donc il fait une chaleur énorme l'été. Et alors notre idée initiale, alors déjà, c'est de ne pas avoir le projet d'aquaponie dont les riverains ne veulent pas, les riverains autour ne veulent pas. Et nous non plus. Et la mairie du 15e non plus, mais bon, la mairie de Paris souhaite que ce projet se fasse. Alors ceci dit, on ne sait pas si le projet va se faire parce qu'on ne sait pas s'il pourra être financé ou pas. Et nous, notre option, sachant que Haute-Paris ne veut absolument plus entendre parler de ce site et que l'engagement qu'on avait de la ville d'avoir la réversibilité et donc de remettre en eau les bassins de Grenelle, hein, à notre avis, ne sera jamais mis en œuvre. Donc l'option qu'on essaye de défendre aujourd'hui, c'est une végétalisation de ce site, donc en mettant en fait de la terre dans les bassins et en mettant effectivement de la végétation dans le site des réservoirs de Grenelle. Et donc ça rejoint le premier sujet qui est la végétalisation. Oui, absolument. Et c'est vrai que voilà, vous savez qu'à la mairie du 15e, on vous suit vraiment. On a déjà assisté à plusieurs réunions ensemble sur ce sujet, puisqu'effectivement, c'est un grand espace qui nécessite aujourd'hui d'être, enfin, mais depuis toujours, hein, d'être revu et de revoir le projet. Et on est sans cesse en train de redemander des projets viables, en conformité avec la loi surtout. Et que cet espace soit un lieu de végétalisation me semble être une très bonne idée, effectivement. Voilà, merci. Effectivement, on suit ça avec Philippe Boujon, hein, directement. Oui. Madame, monsieur, m'excusez, nous, c'est les... Parlez bien devant le micro, monsieur, on ne vous entend pas. Excusez-moi, je ne connais pas beaucoup bien les micros. Nous, c'est des habitants, les meubles des... Ah, d'accord. Voilà. Nous sommes les habitants des possessions, là. Oui. 73, les bâtiments allemands. Bon, moi, je suis président de communauté là-bas. Donc, on a très emmerdé avec les jeunes de quartier là, qui on ne se dort pas. Ils sont depuis à 20h chez nous et jusqu'à 4h du matin, qui sont en train de fumer, voir là-bas, qui font du bruit. On a essayé avec la mairie, la police. Il nous a dit que chaque fois appeler la police. Quand on appelle la police, il vient sortir cette jeune-là, même pas 15 minutes, il retourne. Alors oui, je sais, on en discute beaucoup, je reçois beaucoup de mails des habitants de la rue pour la procession. Monsieur le maire en est bien conscient aussi, il y a une vraie gêne pour la population, notamment le soir. C'est vraiment un sujet qu'on a très à cœur. Et ça n'arrête pas. Alors, sachez que voilà, vous faites les signalements, nous le faisons aussi en mairie.
sans cesse, on en reparle avec le commissariat pour pouvoir obtenir des résultats, qu'il y ait plus de rondes de police, pour essayer de les déranger au maximum, qu'ils ne restent pas là. Il se pose encore la question du mobilier urbain, qu'il peut y avoir eu de la possession qui leur permettent de stagner. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des bancs dans les squares. Là, il s'agit plus, a priori, de bornes de vélo. Mais on est pleinement conscient du sujet. La situation ne nous satisfait pas. Sachez bien qu'on ne reste pas les bras croisés à attendre que ça passe. On n'arrête pas de solliciter. Là, pour votre information, on vient de changer de commissaire. Le commissaire central du 15e vient d'arriver lundi dernier. On a un nouveau commissaire dans le 15e qui a à cœur de découvrir effectivement chaque problématique, qui nous accompagne vraiment au jour le jour. Donc on n'hésite jamais à les solliciter et à les rappeler. La police municipale connaît parfaitement le secteur et c'est vrai que voilà, on fait tout ce qu'on peut pour les déloger, entre guillemets les harceler pour qu'ils ne restent pas là. Voilà, on n'a pas encore trouvé la bonne solution, le bon moyen, parce que vous le savez, on passe, on les déloge, ils vont ailleurs, ils reviennent, c'est le jeu du chat et de la souris. Les motifs d'interpellation sont là, on les interpelle, ils vont au commissariat, et puis ensuite c'est à la justice de faire son travail quand justice il doit y avoir. Et c'est là qu'après, c'est plus entre nos mains, hein, malheureusement. Donc, vraiment, sachez qu'on est pleinement investi sur ce sujet. On fait vraiment tout ce qu'on peut sur ce secteur procession pour que cette gêne et toutes ces incivilités cessent. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet, mais on est pleinement mobilisés dessus. Juste pour compléter, même si c'est pas du tout de mon ressort de la propreté de Paris, mais monsieur, j'ai assisté la semaine dernière à quelques conseillers de quartier, quelques réunions de conseillers de quartier, avec notamment la présence du maire Philippe Goujon. Et il a évoqué, parce qu'on était du côté de rue Vigée-Lebrun, alors c'est un autre conseil de quartier, mais c'est vraiment proche du vôtre. Et il a expliqué que la semaine dernière, il y avait eu 4 quarts de CRS qui étaient venus un soir, parce qu'il y a eu une rixe entre des bandes de jeunes du 14e et du 15e, et qu'il y avait eu quand même des interpellations. Mais après, voilà, c'est juste pour vous dire que ça avance, mais que c'est pas... La gendarmerie, alors excusez-moi du terme, la gendarmerie nationale. Très bien, merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous. On vous donne rendez-vous au prochain conseil. Fin mai, début juin. Voilà.